Madame, Monsieur, bonsoir. 1er mai, fête du travail. Bonne fête du travail à tous et à toutes. Depuis 2022, le gouvernement ivoirien et les organisations syndicales des fonctionnaires et agents de l'État ont décidé, à travers un protocole signé le 8 août 2022, de renouveler la trêve sociale pour une durée de 5 ans, 2022-2027. Quasiment à mi-parcours de ce protocole signé, quel est l'état des lieux? Quelle est la situation qui a prévalu, qui a mené les organisations syndicales à réagir? Comment ces syndicats ont dû œuvrer pour aboutir à des accords avec le gouvernement? Quel est le contenu des accords signés 2022-2024? À ce stade, quels sont les acquis? Nous parlerons également des attentes, et ça fait l'actualité. Notre personne ressource est en studio. Nous vous proposons juste avant un reportage signé Ahmed Traoré. Le gouvernement ivoirien et les syndicats de la fonction publique avaient signé des accords. L'objectif de cette démarche était d'obtenir une trêve sociale afin d'instaurer et de maintenir un climat de paix sociale. À travers ces accords, le gouvernement s'était engagé à satisfaire les revendications syndicales. En retour, les organisations se sont engagées à privilégier la voie du dialogue, ce pour favoriser la mobilisation des ressources nécessaires au financement de leurs revendications et doléances. Quelques années après la mise en œuvre de cette trêve, les deux parties ont jugé globalement satisfaisant le bilan des protocoles d'accord portant revendications et trêve sociale. Aujourd'hui, peut-on affirmer que le gouvernement et les acteurs sociaux sont toujours en phase? Autrement dit, les acquis et les attentes de la trêve sociale tiennent-ils toujours? Monsieur Soro Mamadou est avec nous en studio. Monsieur, bonsoir. Bonsoir madame, et à vous aussi bonne fête du travail. Merci. Puisque les journalistes, c'est une profession qui fait en sorte que l'information soit partout sur la planète et particulièrement en Côte d'Ivoire et sur toutes les parties du territoire national. Donc vous êtes un maillon essentiel pour le développement et l'épanouissement des travailleurs. Merci. Donc très bonne fête à vous. Merci. Et à travers vous, à tous les collaborateurs ou à tous les travailleurs de la RTI. Merci à vous. Et vous êtes également un maillon essentiel, et je vais me permettre de citer tous vos titres. Vous êtes secrétaire général de la centrale syndicale Humanisme. C'est exact, oui. Vous êtes également porte-parole des 8 signataires de la trêve sociale 2022-2027. C'est exact. Et vous êtes également le premier vice-président de la Confédération syndicale internationale pour la région Afrique. Oui, c'est exact. Au mois de novembre 2023, la Côte d'Ivoire, le monde syndical ivoirien a été honoré avec ma modeste élection en qualité de premier vice-président de l'Afrique au niveau de la Confédération internationale. Très bien, en tout cas, félicitations à vous. Merci beaucoup. Alors, on parle de protocole signé depuis 2022 et qui court jusqu'en 2027. Alors, quel a été le contexte qui a prévalu jusqu'à aboutir à un accord avec le gouvernement? Il y a un contexte historique, c'est que depuis plus de 15 ans, l'Organisation internationale du travail, l'OIT, à l'intérieur duquel sont membres les gouvernements, les organisations d'employeurs et les centrales syndicales, nous avons mis en place un instrument qui est le dialogue social qui permet de prévenir, d'anticiper et de régler les conflits de façon mesurée et de telle sorte que toutes les parties y gagnent. Deuxième élément qui aura concouru, c'est que nous avions en 2017 procédé à une pression énorme et nous avons obtenu dans la difficulté cet accord de 2017. Et donc, il nous est apparu important que nous pouvions utiliser donc cet instrument du dialogue social pour éviter les écueils d'hier et pour voir quel serait le résultat par rapport à tout ce qui avait été fait en 2017. Et enfin, le troisième élément, c'est que dans un contexte de dialogue social, l'environnement et des investissements est propice. Et plus il y a des investissements, mieux le marché de l'emploi se porte mieux. Or, il est dans l'intérêt des travailleurs que le marché de l'emploi se porte bien. Donc, ces trois éléments nous ont amenés à
utiliser cet instrument que nous-mêmes, centrales syndicales, patronat et gouvernement, nous avons mis en place à Genève il y a plus de 15 ans de cela. Et donc nous l'avons utilisé d'octobre 2023. Nous avons travaillé dans le cadre donc, de cet instrument et finalement nous avons abouti à ce résultat important qui est de la signature du protocole d'accord du 8 août 2022, mais qui nous a montré qu'on avait raison. Oui. Parce que le protocole d'accord de 2017, nous avions eu une bonification sur notre protection sociale d'environ 354 milliards. Non, mais nous l'avons fait dans la paix et nous avons obtenu plus de 1135 milliards de protection sociale, de densification de notre profession. On va revenir là-dessus. Voilà le contexte et voici l'intérêt. Pour continuer sur mes questions, mais sinon ce que vous dites, on va revenir là-dessus pour avoir plus de détails. Ce qu'on voulait savoir, c'est comment vous avez œuvré. C'est juste la négociation, c'était pas à coup de grève, par exemple, c'était vraiment de la négociation? C'est de la négociation. Depuis octobre 2021, nous avons enclenché ensemble avec le gouvernement, nous nous sommes dit, nous n'allons pas arriver à l'expiration du protocole pour regarder ce qu'il y a à faire, autant anticiper. Et donc, c'est de façon consciente que nous, centrales syndicales, nous avons décidé de nous mettre dans ce dispositif. Et donc, comme nous-mêmes, nous avons construit ce dispositif à l'intérieur de l'OIT à Genève. Vous vous souvenez que chaque année, au mois de juin de chaque année, il y a la conférence internationale du travail à Genève qui se tient. C'est comme le Parlement. Oui. Donc, il y a les gouvernements, les patronats et les travailleurs de tous les pays. Et nous nous retrouvons, nous légiférons. Et c'est ainsi que nous avons, à un moment donné, autour de 2008, nous avons légiféré sur la question du dialogue social. Et c'est pourquoi vous avez vu qu'en Côte d'Ivoire, même, on a installé ce qu'on appelle le Conseil national du dialogue social par voie de décret, qui vraiment exerce cette fonction de façon plénipotentiaire. D'accord. Alors nous allons venir maintenant sur le contenu de ces différents accords. Quels sont les points principaux? Oui, il y a d'abord, on allait dire, une revendication principale parce que le premier, le statut qui existait date de 1992. Donc on a pensé qu'avec le télétravail, avec les TIC qui sont apparus, plein de nouveaux emplois qui sont apparus, il était bon qu'on le revisite et donc aller à l'élaboration d'un nouveau statut général de la fonction publique. Et aujourd'hui, ce nouveau statut a été pris en 2023 et c'est le premier élément de l'accord du 8 août 2022. À côté de cet accord... Déjà, à ce niveau-là, ce nouveau statut, par rapport à l'ancien statut, un ou deux points qui en font un nouveau statut? Par exemple, un élément nouveau, c'est le congé parental. À ne pas confondre quand on accouche d'un enfant. Ça, c'est 3 à 5 jours. Il ne s'agit pas de ça. Il s'agit du congé parental, il faut le comprendre, qu'à un moment donné de la vie du fonctionnaire, un de ses enfants a une difficulté majeure de santé. Et là, le parent a besoin d'être avec lui à ses côtés. Donc, on peut négocier des congés qui peuvent aller d'1 mois, 2 mois, 3 mois, voire 6 mois, pour l'accompagner, pour qu'il puisse se récupérer en matière de santé. Donc, il y a ce nouveau dispositif qui apparaît, le congé parental. Deuxième élément qui apparaît, il y avait de nouveaux emplois qui étaient apparus, mais qui n'étaient pas codifiés dans le statut général. Donc, ces emplois ont été intégrés et ont été mis donc dans la grille de classification des nouveaux emplois. Quels sont les emplois qui vous viennent à l'esprit, qui n'étaient pas intégrés, par exemple? Bon, je m'en vais vous dire que les nouveaux emplois tels que... c'est technique, hein? Parce qu'après, vous allez dire que j'ai utilisé des termes techniques. Un des emplois nouveaux, vous savez qu'avec l'apparition de la Covid, le télétravail est devenu obligatoire. Tout à fait. Donc, il fallait codifier que la question du télétravail était légale. Et donc, du coup, désormais, on pouvait travailler à la maison et être considéré comme présent. D'accord. Donc, vous voyez que les emplois en relation avec l'utilisation de ces dispositifs deviennent à être codifiés. C'est important, effectivement. Là, on comprend parfaitement. Quel autre point de cette convention? Oui, il faut noter qu'aussi, il y avait
de nouvelles maladies professionnelles sont apparues. Et donc, la Covid est là pour nous situer qu'il y a de nouvelles maladies qui surgissent sans notre volonté. Et donc, il a été question de codifier ces nouvelles maladies et de les déclarer maladies professionnelles. D'accord. Vous avez pu changer, par exemple, la revalorisation de logements, par exemple, de transport? Oui, ça, ce sont des dispositifs qui ne sont pas contenus directement dans le nouveau statut général de la fonction publique. Ce sont des éléments de l'accord. Oui, non, je parle des éléments de l'accord. Non, là, je parle effectivement des éléments de l'accord. Voilà. Vous avez donné quelques exemples. Dans cet accord, effectivement, il y avait environ plus de 88 000 fonctionnaires qui n'avaient pas l'indemnité de logement. Et donc, on a souhaité que la pression du logement et l'inflation sur les logements, c'est pour tous. Que tu sois du grade A7 ou du grade D, peu importe, mais nous vivons l'inflation du logement de la même manière. Et donc, on a souhaité qu'effectivement, tous puissent bénéficier de l'indemnité de logement. Donc, les 88 000 ont eu l'indemnité. Ça représente quoi? Ça représente quoi, une indemnité de logement qui est revalorisée? Qu'est-ce que ça représente? Deuxièmement, on a souhaité que ces indemnités soient revalorisées de 20 000 francs pour tous. D'accord. Et donc, pour les catégories inférieures grade A3, ils avaient une indemnité de 40 000. Pour ceux qui avaient donc le grade A4, A5, une indemnité de 50 000. A6, A7, une indemnité de 70 000. Donc, tous sont passés désormais à 60 000, 70 000 et 90 000. C'est important comme acquis. Et en ce qui concerne le transport? Le transport, nous l'avons fait bouger de 7 000 pour ceux qui étaient à Abidjan à 20 000 francs pour pouvoir naturellement prendre la carte de bus confort qui est de 19 000 et quelques poussières. Et donc, nous avons pu faire passer de 7 000 à 20 000. Pour l'intérieur, de 5 000 à 17 000. D'accord. Alors, les différents points que j'ai notés, nous avons également ici la revalorisation des allocations familiales. Oui, nous avons aussi travaillé depuis 1964. C'était 2500. Nous avons demandé qu'elle soit revalorisée à plus de 100%. Donc, d'accord. Et il y a eu des primes également de fin d'année qui ont... Oui, c'est le droit nouveau que nous avons pu conquérir. Nous avons souhaité, comme à l'instar du privé, nous voulions une indemnité de gratification. Et cette indemnité donc a été discutée. Nous avons voulu, à l'instar donc du privé, 75% du salaire du mois de décembre. Et donc, dans les discussions, ils ont souhaité qu'on puisse partir avec le tiers. Et nous avons accepté parce que on dit les nouveaux droits se conquièrent pas à pas, step by step. Et donc, nous avons accepté. Ce qui fait que du 1er janvier au 10 janvier de chaque année, nous recevons un tiers du salaire du salaire indiciaire. C'est un droit nouveau qu'il faut saluer, qui a été suffisamment conquis dans le dialogue social. Alors là, ce sont les différents points. Il y en a d'autres également qui sont des acquis? Oui, il y a des acquis, puisque cet accord prévoit qu'on puisse mettre en place le comité consultatif de la fonction publique. Parce que dans la discussion, il y avait des préoccupations qui ne pouvaient pas être réglées immédiatement, telles que la revalorisation de l'indice référentiel de base, l'IRB. Et donc, cela demandait qu'on puisse faire une étude suffisamment poussée pour regarder un peu les facteurs qui influencent le PIB. Et donc ça, nous allons le faire par le truchement d'une étude on va utiliser le CIRES, le Centre ivoirien de recherche économique et sociale, l'Institut national de la statistique, et pourquoi pas l'NCEA, pour vraiment nous pousser dans une étude et arriver à des conclusions. Deuxième élément qu'on va aborder donc dans ce comité consultatif, il y a l'harmonisation des grilles salariales. Vous savez qu'il y a eu une période où chacun a négocié des grilles particulières. Et donc, finalement, il y a à l'intérieur de nombreuses grilles. Et donc, il n'y a pas une cohérence et une émulation partout dans les emplois. Donc, il faut harmoniser vraiment les grilles et pouvoir les bonifier. Troisième élément, il nous faut aborder la question des indemnités. Il y a des emplois où il y a des indemnités. Il y a des emplois où il n'y a pas d'indemnité. Et donc, il faut pouvoir faire en sorte que tous les secteurs
soient bénéficiaires des indemnités. Et donc, nous allons aborder ces questions importantes dans le comité consultatif de la fonction publique. Et aujourd'hui, nous avons pu conquérir le dialogue social comme un instrument légal, puisque le président de la République, au mois d'octobre 2022, a pris un décret, c'est dans l'accord, pour pouvoir instituer des comités sectoriels de dialogue social dans l'ensemble des ministères de Côte d'Ivoire. Et depuis, ils sont en train d'installer et ils sont dans les discussions. Donc, voici des acquis majeurs, indéniables, et surtout la hauteur de la bonification de la protection sociale à plus de 1135 milliards, sans oublier les cas individuels que nous sommes en train de régler, qui va faire augmenter cette assiette financière. Donc 2022-2024, les acquis sont fort intéressants. Ils sont là, ils sont devant nous, palpables, et chacun en bénéficie. Oui. Vous avez vu qu'en marge de ce protocole d'accord portant trêve sociale pour le secteur public, nous avons en même temps aussi négocié des avantages au profit des travailleurs du secteur privé. C'est comme ça que nous avons renégocié le relèvement du salaire minimum interprofessionnel garanti, le SMIC, de 60 000 à 75 000. De même, nous avons négocié les minima catégoriels dans la grille du privé, les minima par secteur. Et aujourd'hui, nous avons pu obtenir une revalorisation qui oscille entre 6 et 22%. D'accord. Selon les secteurs. Et tout ça, c'est mis en œuvre. C'est vrai que nous avons conclu au mois de mars, mais nous avons fait le rappel au 1er janvier 2023. Donc, alors, à ce stade, les acquis sont considérables. Maintenant, quel va être votre cheval de bataille? Quels sont pour les mois à venir les prochains combats que vous allez mener? Oui, les combats, nous allons d'abord partir de la structuration, du dialogue social. Au niveau du secteur privé, nous avons déjà acquis par décret le Conseil national du dialogue social. Et il fonctionne. Deuxièmement, au niveau du public, il faudrait que, et ça fait partie d'une de nos revendications, le 1er mai, que son Excellence le Premier ministre installe le comité de suivi de la trêve qui est logé à la primature. Parce que c'est lorsque ce comité sera installé, il va insuffler une dynamique forte. Et tous les ministères devront donc aller reverser les différents travaux qui sont faits. Donc, ils auront l'obligation de résultat. Deuxième élément, si cela est installé avant le 1er juin ou 10 juin, cela va permettre à la ministre d'État, ministre de la fonction publique, de pouvoir installer le comité consultatif de la fonction publique, qui lui, non seulement va recueillir l'ensemble des conclusions des comités sectoriels des différents ministères, mais va aussi travailler sur les questions interministérielles. Et là-bas, dans le comité consultatif de la fonction publique, nous allons pouvoir travailler les cas individuels des travailleurs qui ont été sanctionnés, qui sont passés dans l'ordre du jour des négociations. Il y a aussi les cas collectifs qu'on va retravailler, qui va permettre de pouvoir penser ces plaies. Et donc, le chantier est là, mais il y a une question fondamentale aussi que nous allons aborder. Pas dans le comité de la fonction publique, mais au niveau du privé. C'est la question des dockers et dockers transit de Côte d'Ivoire. Il a plu à son Excellence le président de la République en 2019 de prendre un décret pour moderniser, revaloriser la fonction des dockers et dockers transit. À ce jour, on va dire 5 ans après, ce sont des tâtonnements. Et donc, nous demandons à son Excellence, le Premier ministre, de pouvoir faire en sorte qu'il y ait un atelier à ce mois de mai pour qu'on puisse arriver à la mise en place du nouvel organe de gestion contenu dans ce décret. Par ça, la mise en place de ce nouvel organe de gestion des dockers transit, il y a problème. La rémunération ne pourra pas changer et les avantages qui sont en train d'être escamotés. D'accord. Mais excusez-moi, une précision. Je voudrais vous dire. Attendez, une précision importante. Ce dont vous parlez en ce qui concerne les dockers, est-ce que c'est contenu dans le protocole d'accord ou bien c'est suite au décret que vous avez choisi de le mettre sur la table? Non, madame, ce que je veux vous dire, nous sommes des centrales syndicales. Nous travaillons tant dans le secteur public que dans le secteur privé. Et là où nous voyons que le feu couvre, nous venons apporter notre concours pour le dialogue social. Et il s'agit de ça.
Actuellement, le port autonome d'Abidjan et de San Pedro, le feu couvre. Notre mission, en tant que, j'allais dire, prophète ou disciple du dialogue social, nous devons instaurer le dialogue qui puisse permettre de résoudre cette question. Et cette question, dans le décret qui porte réforme de la fonction de l'emploi des dockers et dockers transit, c'est clair. Tout l'ensemble des syndicats des dockers et dockers transit d'Abidjan, de San Pedro, les 5 centrales syndicales de Côte d'Ivoire, par ma voix, ils m'ont mandaté de le dire. Cet organe qui va gérer ne peut qu'être tripartite. Les employeurs, le gouvernement et les représentants des travailleurs. Et il doit être paritaire. S'il y en a 4 pour les employeurs, il y en a 4 pour le gouvernement et il y en a 4 pour les travailleurs. Si ça s'est installé, ils verront que rapidement, on ira à traiter la question des dockers très aisément. La première des questions, c'est la question de l'imposition. Hier, les dockers n'étaient prélevés que d'un seul impôt. Aujourd'hui, les 3 impôts ont été fusionnés, mais il appartient à l'employeur de prendre une part et au travailleur de prendre une part. Sinon, les dockers n'ont jamais dit qu'ils paient. D'accord, vous avez dit quelque chose de fondamental. Ils sont disposés à payer l'impôt et ils sont citoyens comme les autres. Vous avez dit quelque chose. Deuxièmement, il ne faudrait pas qu'on utilise la question... Oui, mais le problème, c'est qu'on a un conducteur, il faut qu'on le suive. Donc là, on reconnaît vraiment le responsable syndical. Je rappelle même vos différentes fonctions, hein, parce que là, on comprend un peu l'énergie avec laquelle vous nous parlez. Mais à ce stade de l'émission, on a compris que les dockers, c'est un problème qui est couvé, donc il faut parler. En dehors des dockers, quel est un autre chantier non convenu? C'est l'Église catholique. Voilà, par exemple. À l'Église catholique, les enseignants de l'Église catholique aujourd'hui sont en difficulté parce que, au sortir des discussions des minima, ils ont une revalorisation. En lieu et place d'appliquer cette revalorisation, le patron allait dire qu'ils vont faire une grille uniforme pour l'ensemble des écoles confessionnelles. Mais ils vont faire une grille qui est en deçà de la grille qui est appliquée à l'école catholique. Du coup, on vient affaiblir le revenu. Or, en syndicalisme et dans le droit du travail, les droits acquis sont acquis. Donc, s'ils doivent harmoniser, ils doivent aller à la meilleure des grilles. Et donc, on appelle Monseigneur Coutois pour qu'il intervienne. Dans cette dynamique, hier mardi, j'ai été reçu donc par les responsables de l'Église catholique et nous pensons que les négociations doivent se poursuivre pour arriver donc à un mieux-être. De même, le gouvernement doit payer leur subvention. Monsieur Soro, on ne peut pas parler de tous ces problèmes-là en même temps sur ce plateau-là. Oui, donc on a bien compris. Non, attendez. On peut pas aller dans tous les sens. Je suis obligé malheureusement de vous interrompre. Oui, d'accord, mais bon, peut-être pas toute la liste exhaustive. Donc à ce stade, ce que j'allais vous demander, parce qu'on est malheureusement à 2 minutes de conclure cette émission, c'est de savoir aujourd'hui il y a combien de travailleurs du secteur public, combien de travailleurs du secteur privé. Pour qui vous êtes porte-parole aujourd'hui? C'est dans quelle proportion est-ce que l'on est? Oui, mais au niveau donc, du secteur public, c'est quand même environ 367 000 travailleurs. D'accord. Au niveau donc du secteur privé, mais écoutez, nous sommes représentants des 3 millions de travailleurs. D'accord. Maintenant, quand on va ajouter le secteur informel à travers la Chambre des métiers, à travers la Chambre du commerce et de l'industrie, nous représentons les 5 600 000 travailleurs. D'accord. Très bien. Donc, on peut conclure. Après, vous allez, s'il vous plaît, donner votre mot de fin en disant qu'il y a de fortes avancées par rapport aux différents points du protocole d'accord signé avec le gouvernement. Certaines choses restent encore à faire sur lesquelles vous travaillez. Si je suis en parfaite harmonie avec vous, nous avons eu des grands acquis. D'accord. Et la Côte d'Ivoire est en train de faire ce changement de paradigme, à savoir instaurer le dialogue social comme un instrument d'anticipation, de prévention pour éviter les conflits. Deuxième élément, par le dialogue social, avec l'accord, nous avons vu que le dialogue social nous fait gagner plus que tout autre mécanisme. C'est pourquoi les centrales syndicales ont désormais indiqué à leur structure de base dialoguer
toujours dialoguer et dialoguer pour que notre adversaire ou notre patron devienne un ami. D'accord. Et ça, nous sommes convaincus de cela. Il y a des grands chantiers, mais nous demandons à son Excellence le Premier ministre, d'ici le 10 juin, si le comité de suivi des trêves est mis sur place et que lui-même préside la première réunion, je pense que tout va se dérouler pour le mieux possible. D'accord. Et donc, nous sommes attentifs. Il y a les alluettes dont il faut parler parce qu'aujourd'hui, il faut... on est au terme de l'émission. On est vraiment au terme de l'émission. Mais on doit rendre l'antenne, mais il y a une question qu'il me faut absolument vous poser. On part à la retraite à quel âge? Au privé, à 60 ans. Au public, tous ceux qui ont un grade inférieur à A3, inférieur ou égal à A3, c'est 60 ans. Tous ceux qui ont un grade supérieur ou égal à A4, c'est 65 ans. On constate dans les entreprises que souvent des personnes qui ont atteint l'âge de la retraite souhaitent rester. C'est une négociation ou c'est un acquis qu'il faut juste signifier à l'employeur? Non, ce n'est pas un acquis, mais au niveau du public, c'est réglementaire. Au niveau du public, effectivement, lorsque vous êtes prêt à faire valoir vos droits à la retraite, l'administration peut avoir besoin de vous. À ce moment, ils vous font une convention de reconduction de 2 ans, renouvelable une seule fois. Et il y a aussi la possibilité, au regard de votre expertise, si vous avez un cabinet, qu'après on puisse vous prendre sous d'autres formes de contrats de prestation. Au niveau donc du secteur privé, effectivement, il y a des domaines spécifiques où l'expertise est un peu rare. Effectivement, l'entreprise peut avoir besoin de vous et peut vous signer une convention de prestation sur 2 ans, renouvelable une fois. C'est réglementaire et maintenant, après aussi, si le travail est suffisamment prévenant, il peut lui-même, à l'approche, à l'abordage donc de la retraite, créer son cabinet de prestation sur ce segment et pouvoir signer cette convention avec l'entreprise. Merci d'avoir répondu à nos différentes questions. Merci d'avoir été là. Vous êtes secrétaire général de la centrale syndicale Humanisme. Vous êtes également porte-parole des 8 signataires de la trêve sociale 2022-2027 et vous êtes le premier vice-président de la Confédération syndicale internationale pour la région Afrique. Monsieur Soro, merci infiniment d'avoir été là. C'est à vous le merci de permettre aux travailleurs de parler. Et bonne fête surtout à vous, bon développement à la RTI. Merci bien. Et que les lendemains soient meilleurs pour les travailleurs de Côte d'Ivoire. Je vous remercie, madame, monsieur, bonsoir. Merci de nous avoir suivis. Bonne fête de travail à tous et à toutes.